Très heureuse de vous retrouver dans notre dimanche sur ITV. Bonsoir et bienvenue. Voici le sommaire. 6 personnes sont mortes il y a une semaine dans l'effondrement d'un immeuble à Anne-Belair. Un affaissement d'écrou qui nous emmène ce soir autour de la question d'en confraternellement. Des experts vont y revenir de long en large. Le regard d'un professionnel de l'information à suivre également. La série continue dans Coin Éco, Tambacounda à l'honneur ce soir, la capitale du Sénégal oriental. Il y a des richesses, mais la région peine à prendre son envol et c'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Ayora nous emmène à Tiwawan. Comme vous le savez, le Gamou ne sera pas célébré cette année encore à cause des risques de propagation du coronavirus. La déclaration officielle du Khalife général des Tidianes cette semaine à la télévision. Ces recommandations ont eu un écho favorable auprès des fidèles. Étrange de vie raconte la vie d'un passionné de l'enseignement. Aboubakri Mamadou Niane a consacré sa vie à l'école. Son portrait à suivre à l'occasion de la Journée mondiale de l'enseignant célébrée le 5 octobre dernier. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. L'effondrement de bâtiments se banalise au Sénégal. Alors, les derniers chiffres que nous avons sur le nombre de bâtiments qui menacent ruines font état de 1446 bâtiments, édifices vétustes dans tout le Sénégal. Et ce recensement date quand même de 2019, effectué par les services de la protection civile. 2 ans après, le constat est toujours le même. Des immeubles habités continuent de s'effondrer, des drames qui entraînent la plupart du temps mort d'homme. Où situer les responsabilités, comment venir à bout de ces catastrophes? Cher Bitey et Serigne Mansourtal sont des urbanistes. Ils apportent des réponses à ces interrogations dans ce sujet réalisé par Abdoulrahmani avec Sidignon. L'effondrement de bâtiments se banalise au Sénégal. Dernière date, celui de Anne-Belair qui a coûté la vie à certains de ses occupants. 6 morts qui remettent au goût du jour la lancinante problématique du respect des normes de construction. Des maîtres d'ouvrage au banc des accusés qui, aux yeux de ces urbanistes, font fi de ces normes. Pour un bâtiment, la première des choses, et sur laquelle la plupart des maîtres d'ouvrage font des économies, c'est l'ensemble des études techniques. Un bâtiment, la chose la plus importante avant tout, c'est la fondation, qui doit donc supporter l'ensemble du bâtiment. Et avant de faire une fondation, il faut au préalable faire une étude géotechnique, donc pour connaître la nature du sol. 1446 bâtiments menaçant ruine au niveau national, dont 627 sont recensés à Dakar. Les derniers chiffres des services de la direction de la protection civile. Des bâtiments qui ne respectent pas les fondements de la construction au fin d'une sécurité garantie, la stabilité, la solidité et la fiabilité. La stabilité dépend beaucoup du lieu dans lequel on construit. Cette zone était un ancien lit de marigot, c'est une zone argileuse, inondable. Donc on ne pouvait pas y construire n'importe comment. Donc aujourd'hui, vous voyez que ces bâtiments en ruine ont été remplacés par des immeubles sur lesquels on a tenu compte de la stabilité en changeant complètement le matériau de substrat qui était ici l'argile qu'on a remplacé par du sable. Et la solidité, c'est l'affaire de l'architecte et de l'ingénieur. Ce sont eux qui doivent dimensionner les structures à partir desquelles on doit construire. La fiabilité dépend des normes qui ont été édictées dans l'arsenal juridique et réglementaire qui est défini et qui est mis à jour de manière tout à fait régulière. Mais les experts relèvent un décalage entre ces normes et les pratiques sur le terrain. L'inspection générale du bâtiment, une des institutions mises en place pour faire respecter les normes de construction au Sénégal, n'a pas donné suite à notre interpellation sur la question. Mais le constat est suffisamment bavard sur les insuffisances du contrôle, pas du tout exhaustif, estime Cher Bitey. Le code de la construction est assez clair. Pour les bâtiments d'une certaine taille ou les bâtiments recevant du public, il est exigé qu'il y ait un bureau de contrôle donc qui vise les plans, qui s'assure que ce qu'on est en train de construire respecte les normes. Quand le maître d'ouvrage obtient son autorisation de construire, il peut y arriver qu'il construise quelque chose de différent que ce qui a été approuvé dans les plans. D'où l'importance d'un certificat de conformité. Conscient de ces manquements, le président Macky Sall, lors du dernier Conseil des ministres, a notamment instruit son ministre de l'Urbanisme d'accentuer les inspections régulières des constructions et bâtiments avant de lui demander d'accélérer la révision du Code de l'urbanisme et du Code de la construction. Et depuis 2018,
Nous sommes en train de le faire. Je pense que moi-même, je fais partie de ces commissions qui essaient de les réviser, tenant compte un peu des dysfonctionnements qu'on a notés, parce qu'on est dans un processus d'apprentissage. Aujourd'hui, avec le code de l'urbanisme, on a quand même redimensionné la largeur des rues. De la même manière, on a introduit des normes de qualité, parce qu'on s'est rendu compte que l'effondrement était beaucoup lié aussi à la qualité du fer à béton, et le processus, il est en cours. Le respect des normes et le contrôle de conformité. Les solutions de nos experts pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise. Merci beaucoup Abdourahmane pour ce reportage. Alors nous recevons ce soir donc confraternellement un confrère, Amadou Diouf, bonsoir. Bonsoir Adama. Vous êtes journaliste, administrateur du site ANN Amoul Nebo News. Vous n'avez rien à cacher et rien ne vous échappe apparemment. C'est trop dur. D'abord un commentaire très rapidement sur ce qui s'est passé il y a une semaine. 6 personnes qui sont mortes dans un effondrement d'un immeuble à Hann-Bel-Air. Bon, il faut s'en désoler et puis présenter nos condoléances aux familles éplorées. Et puis dire aussi que ce n'est pas un fait isolé. Donc habituellement, on assiste à des scènes pareilles. Et c'est vraiment désolant dans un pays quand même qui se respecte. Parce que quand même, nous avons ce qu'on appelle un code de l'urbanisme. Et le code de l'urbanisme s'occupe en réalité de la conformité, donc de l'ouvrage par rapport au sol où l'ouvrage doit être édifié. Il y a aussi le code de la construction qui s'occupe de la qualité et bien sûr de la sécurité. Donc ça c'est en amont. C'est en amont. Donc normalement, aujourd'hui, on ne devrait pas construire un immeuble sans que ces normes ne soient respectées. Je crois que même il y a des structures de l'État, qui sont des membres donc, de l'État qui s'en occupent. Mais le problème fondamentalement, c'est les vieux bâtiments. Il y a de vieilles bâtisses qui vraiment, dont certains datent des années lumière, du coup, qui ne respectent plus les normes. Vous avez tout à l'heure énuméré un nombre donc, de bâtiments aujourd'hui qui menacent ruine. 1446. Mais et c'est un recensement qui date de 2019. Je me dis même que c'est supérieur à ça. C'est supérieur à ça, certainement. Ça date de 2019. Donc, certainement, donc, il y a eu une le nombre a évolué, certainement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne suffit pas de faire simplement un recensement. Ces bâtiments qui menacent ruine doivent être réfectionnés ou démolis. Donc c'est aussi simple que ça. Du coup, ça c'est le travail donc des services de l'État, notamment du ministère de l'urbanisme. La dernière fois, on a entendu le ministre qui a un peu jeté donc la responsabilité sur les populations en disant que c'est une responsabilité personnelle parce que les populations ne devraient pas habiter dans des immeubles comme ça. Je me dis que certes c'est vrai, mais la responsabilité régalienne de l'État de recenser ces bâtiments et de les démolir ou de les faire réfectionner. Ça, c'est de la vous avez anticipé sur la question des responsabilités. À quel niveau peut-on situer ces responsabilités justement? Oui, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire que les responsabilités, c'est vrai, sont partagées. Selon le ministre, c'est une responsabilité collective et toutes les entités concernées doivent se sentir interpellées. Bien sûr, il y a toute une chaîne de responsabilités déjà. La responsabilité gouvernementale, c'est-à-dire donc du ministre, et ses démembrements, donc le ministère de l'urbanisme et tous ses démembrements sont impliqués. Il y a la responsabilité aussi individuelle, comme il a dit par ailleurs. C'est vrai, on ne peut pas le nier, parce que quand même, venir habiter dans un endroit qui menace ruine, c'est vraiment risquer sa vie. Mais l'État doit prendre les devants, parce qu'on a élu des gens pour prendre des responsabilités. C'est-à-dire que même si les populations aujourd'hui sont en déphasage avec les règles et les normes, c'est à l'État de faire imposer donc mais tout ne repose pas forcément sur l'État. Non mais attendez, c'est-à-dire que il faut faire la différence. Il y a des édifices publics, il y a des édifices privés. Pour construire aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une autorisation de construction, n'est-ce pas? L'État aussi, en aval, doit suivre les constructions. Même il y a des bureaux, par exemple, des bureaux qui sont chargés de contrôle, on les appelle des bureaux de contrôle, qui sont agréés par l'État du Sénégal. Ces bureaux-là, aujourd'hui, je me dis qu'ils doivent même faire une mise à niveau
Hein, au niveau, normalement, il doit y avoir une mise à niveau. Parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère du numérique. On vous parle de bâtiments intelligents. On vous parle même de villes intelligentes. Donc, à ce niveau-là, les bureaux de contrôle devraient aussi se mettre à niveau. S'adapter. Parce que, oui, ce sont eux qui ont la charge du suivi de ces constructions pour voir est-ce que les normes en termes de qualité et de sécurité ont été respectées. N'est-ce pas? Mais est-ce qu'il y a vraiment ce suivi? Oui, mais on a l'impression qu'il y a un peu de laisser-aller. Bon, on ne le sent pas, parce qu'aujourd'hui, vous promenez dans quelques anciens, vieux quartiers, disons, comme par exemple Médina, ou bien vous allez vers Guédiawaye et tout ça. Mais vous voyez des bâtiments, mais vous voyez des bâtiments qui ne respectent aucune norme. C'est-à-dire que vous avez 5 étages, il n'y a pas d'ascenseur. Vous voyez? Pas de normes de sécurité. Il n'y a pas de normes de sécurité. Est-ce que maintenant, est-ce que le plan béton a été respecté? Parce que pour construire, il faut un plan béton. C'est-à-dire que le fer, le grammage, le ciment, les poteaux, la taille, etc. Bon, voilà quoi. Il y a autant de normes qu'il faut respecter. Et ça, peut-être, il y a des bureaux de contrôle qui sont agréés pour faire certaines vérifications. Mais est-ce que ces bureaux de contrôle sont suffisants? Est-ce que ces bureaux de contrôle sont à jour pour faire correctement le travail? Donc, tout ça, c'est un débat. Et je crois savoir qu'il y a une réforme qui se prépare sur le code de l'urbanisme, je crois. Mais même le code de construction, tout ça devrait être revu parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on est à l'ère du numérique. Donc on doit revoir tout ça, se mettre à jour et quand même insister sur le contrôle. C'est très important. Le contrôle. Tant qu'il n'y a pas de contrôle, les gens vont faire ce qu'ils veulent. Parce que le promoteur qui va construire un immeuble, peut-être même, et s'il est véreux, là où il doit utiliser tel grammage de fer, il utilise un autre grammage de fer, ou bien il mélange le type de fer, il fait ce qu'il veut, il livre. Donc, le propriétaire n'a pas la qualité technique ou bien la compétence technique pour pouvoir apprécier. Peut-être que c'est la forme, la beauté, voilà, les formes et tout ça, mais il n'a pas la capacité technique souvent pour pouvoir quand même savoir est-ce que ce qui a été utilisé comme matériau a été le matériau, disons, adéquat. Oui. Et ça, c'est très important. Maintenant, j'insiste encore sur le contrôle. L'État doit tout faire et ne pas attendre que les bâtiments tombent pour venir présenter des condoléances. Il faut prendre les devants, aller recenser les bâtiments qui menacent ruine, obliger les propriétaires à les réfectionner, si on doit les réfectionner, ou à tout le moins les détruire. Est-ce qu'on pourrait mettre dans le lot des responsables les riverains, les Sénégalais qui habitent dans ces maisons? Oui, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une responsabilité individuelle et collective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi... Là encore, il y a beaucoup de facteurs qui... Non, la pauvreté ne justifie pas cela. Je vois ce que vous voulez dire. La pauvreté ne justifie pas cela. Parce que vous voyez un bâtiment. Non, honnêtement, vous-même, vous pouvez faire le constat. Il suffit juste de vous promener dans Dakar, dans sa banlieue, pour voir des bâtiments. Tu te poses la question, est-ce qu'il y a des gens qui habitent là-dedans? Non, franchement. Parce que les balcons se sont affaissés déjà. Donc la suite logique, c'est la dalle. Donc, mais les gens, ils prétextent la pauvreté. Et le loyer est très cher à Dakar aussi. Non, mais ça aussi, il faut tout ça, ça rentre en considération. Ça rentre en considération. C'est toute une chaîne disons, d'explications ou de motifs que les gens peuvent brandir pour dire oui, moi j'ai pas l'argent pour habiter dans un bâtiment neuf, donc je vais chercher un bâtiment peut-être vieillissant, là je paierai moins cher mais je risque ma vie. Donc c'est là où est engagée la responsabilité individuelle et collective. Maintenant, l'État devrait revoir tout ça, même le prix du loyer, tout ce qu'on avait dit, tout ça c'est un package. L'État doit réfléchir à tout ça parce qu'on ne peut pas réfléchir isolément et régler les problèmes isolément. C'est-à-dire que même si aujourd'hui il n'y avait que des bâtiments neufs et que les gens n'ont pas les moyens d'y habiter, on ferait comment? Il y a ça aussi. Donc du coup, celui qui a mis ses billes, bon, pour construire un bâtiment qui répond aux normes, il ne va pas brader ça ou bien donner ça à vil prix de location. Non. Donc il faut insister sur cet aspect et tout cela, ça rentre en considération. On est au Sénégal où le ciment est produit ici. C'est pas normal que le ciment soit aussi cher.
C'est incompréhensible. Aujourd'hui, on vous dit que le fer qui est importé est beaucoup plus de qualité. Parce qu'il y a un fer qui est... Oui, il y a eu un débat il y a quelques années oui, sur, il y a un sur fer ce qui même est fabriqué ici. Est-ce que le fer fabriqué ici répond aux normes? Parce que la plupart, c'est de la récup. C'est de la récupération. Les gars que tu vois là qui font leur pouce-pouce avec des ferrailles et machin, mais ils vendent ça à l'usine. Ils vendent ça à des gens qui vont remonter ça à l'usine. Et à l'usine, on va fondre ça et refaire du fer. Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est pas fiable? Tout ça mérite réflexion. C'est-à-dire que moi, je suis pour une réflexion globale et entière dans le secteur du bâtiment pour que, par exemple, on puisse trouver une solution qui n'est pas une solution partielle et parcellaire, mais ce qui sera une solution globale. Et à chaque fois qu'il y a effondrement de bâtiments, on l'a dit tout à l'heure dans le reportage, le plus souvent, il y a mort d'hommes. Est-ce que derrière, vous pensez qu'il y a vraiment des sanctions, surtout par rapport au non-respect des normes de construction? Voilà, justement, la sanction. J'avais parlé tout à l'heure de contrôle, j'ai insisté. Mais j'avais perdu de vue la sanction. Oui. Elle est très importante, la sanction. Ceux qui sont propriétaires de ces bâtiments, qui refusent de les réfectionner, qui laissent des gens habiter dans ces bâtiments, le jour où ces bâtiments tombent, ces gens-là doivent répondre. Ah oui, oui, oui. C'est presque un crime, pour ne pas exagérer. Par exemple, faire habiter dans un immeuble quand même où la dalle est à 2 doigts de s'affaisser, et un jour l'immeuble s'écroule, on évoque la fatalité, il faut qu'on arrête un peu là. Il y a notre main là-dedans, quoi. Il faut qu'on essaie quand même de prendre nos responsabilités et que l'État puisse sanctionner. Vous savez, les pays qui sont développés, la plupart, c'est pas parce qu'ils sont disciplinés, mais c'est parce qu'il y a des sanctions. Quand on est en face d'une sanction, on se dit, écoute, parce qu'on touche ta poche, on peut même t'emprisonner. Alors, la personne va y regarder par 2 fois. Parce qu'il va savoir que ce qu'il est en train de faire, ça viole la loi. Oui. S'il n'y a aucune sanction, c'est juste du Ndogoluyal et des Djali. Après, on en parle quelques jours et puis c'est fini. On en parle à gauche, à droite et puis c'est fini. Chaque fois, on entend il y a une dalle qui est tombée sur une mère de famille avec sa fille, ou bien un petit garçon, ou bien un couple. C'est extraordinaire. Ça ne peut pas continuer. Il faut que l'État, au-delà de cette réflexion, on nous parle de comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'urbanisme qui va être rénové, qui n'a pas été rénové depuis les années 60. Donc, va être rénové. Écoutez, il ne faut pas, et ça c'est un appel au ministère de l'urbanisme, il ne faut pas qu'ils s'arrêtent à ce code de l'urbanisme. Il faut qu'ils essaient d'élargir donc la chose, l'assiette. Il y a le code de la construction, il y a tout ce qui est contrôle, il y a les bureaux de contrôle, il y a aussi, il faut impliquer aussi les promoteurs privés, les impliquer dans la réflexion pour que chacun y mette du sien, pour qu'en fine, on se retrouve avec une solution vraiment durable. C'est ça en fait, à mon point de vue dans ce sens-là. Mais ce n'est pas faire un séminaire à Sali ou aller à Centre Abdou Diouf Diamniadio pour 2 ou 3 jours et on nous présente un document où on va nous dire que voilà, c'est le nouveau code de construction. Non. Il faut impliquer tous les acteurs. Parce que le code de construction définit même le statut du promoteur, celui qui doit construire. Il doit avoir quel type de qualité et de qualification. C'est important. C'est écrit dans le code, mais c'est l'application qui pose problème. Maintenant, il faut revoir ces codes, les mettre à jour et impliquer les acteurs, impliquer aussi les populations, quitte à inviter même les chefs de village, les chefs de quartier à ces réflexions. Ils ont peut-être une association, un regroupement qui pourrait peut-être après faire donc descendre l'information à la base pour que dans un quartier, si on voit un bâtiment qui n'est pas aux normes, qu'on puisse le signaler au chef de quartier et que le chef de quartier puisse faire remonter l'information et qu'on vienne, qu'on essaie d'appliquer la loi. C'est aussi simple que ça. Et parlant de qualité, de qualification, est-ce que les Sénégalais ont cette culture, selon vous, d'avoir automatiquement recours au service d'un architecte, par exemple, quand il s'agit de construire? Je te réponds tout de suite. Sénégal dafa bëgg lu yomb. Excuse-moi de le dire en wolof. Donc Sénégal dafa bëgg lu yomb. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu veux construire un bâtiment, tu appelles ton maçon copain qui est à côté, il prend et un architecte qui n'est pas architecte, il copie un plan, c'est du copier-coller, il copie un plan, il te le propose, ça te plaît, il vient, vous commencez à tracer,
Vous appelez quelques gens qui vont venir creuser pour le fondement. On ne sait pas. Le fondement, c'est pour R+2 ou R+1 ou bien villa. On ne sait pas. Les gens, ils vont faire le fondement par rapport à leurs moyens. Donc, je n'ai pas les moyens d'ensevelir 2 millions ou 3 millions juste pour le fondement. Le gens, il ne va pas le faire. Il va préférer sortir un petit 500 000 où on va creuser, mettre 1 mètre de briques. Et après, on commence à construire. Voilà. Il n'y a pas un architecte, il n'y a pas un plan béton qui va faire respecter les normes en termes de la qualité du ciment, de la qualité du fer, du béton même qu'on utilise. Quel type de béton? Tout ça, c'est des normes, hein, c'est des normes à respecter. Mais les gens, si on fait tout cela, on risque, même pour le fondement déjà, de mettre beaucoup d'argent. Donc ils sont chers. Voilà, donc les gens... Mais eux-mêmes disent que c'est tout à fait le contraire. Oui, pour éviter cela, ils font construire la chose par des amis, des connaissances et tout ça. Et à un certain niveau, tant que c'est un premier niveau, ça peut ne pas peut-être poser problème tout de suite. Mais l'appétit venant en mangeant, les gens vont dire, ah non, ils vont faire R+1. Et un beau jour, tu les vois faire R+2, alors que le fondement, c'est même pas un fondement de villa. Alors, on fait comment? Un beau jour, tout s'affaisse. On a vu, je ne sais pas si c'était à Touba ou si je me trompe, un bâtiment en direct filmé qui s'est affaissé. Oui, je crois que il y avait plus de 5 ou 6 étages. Si. Et c'est extraordinaire. En plein jour. Oui, 5 étages qui s'effondrent d'un coup. Oui, c'était spectaculaire, on se souvient. Oui, c'est extraordinaire. Bon, je peux même comprendre une dalle qui s'est affaissée, un mur qui est tombé ou un pan de mur. Mais carrément un immeuble qui se couche. À partir de ce moment, mais attends, l'État, ça devait faire tilt. Il devait renforcer le contrôle et mieux la sanction. Merci beaucoup, Amadou Diouf. Je rappelle que vous êtes journaliste, administrateur du site ANN Amulnobo News. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi, Adama. La suite, c'est juste après ceci. Tambacounda, une région qui regorge d'énormes potentialités économiques. L'économie locale, permettez la répétition, repose essentiellement sur l'agriculture, l'élevage, le tourisme, l'exploitation minière et encore les produits agroforestiers. Malgré tout cela, l'industrie est le facteur manquant. Par exemple, dans toute la région, il n'existe pas d'usine de transformation des produits agroforestiers. Le récit de notre correspondant sur place, Ousseynou Sow. La région de Tambacounda est la plus vaste du pays. Elle a une superficie de 42 706 km² avec une population de plus de 6 000 habitants. Le potentiel économique de cette région est inestimable. La position géographique de Tambacounda lui confère un rôle de plateforme commerciale ouverte sur la sous-région avec d'importants flux commerciaux transfrontaliers à la croisée des corridors Dakar-Bamako, Bissau-Bamako et Dakar-Koundara. Hormis cela, l'un des traits de caractère économique de la région de Tambacounda est le tourisme de vision ou de chasse avec ses zones amodiées et la présence du parc national de Nyokolokoba qui bénéficie d'une reconnaissance internationale car classé patrimoine mondial par l'UNESCO. L'agriculture constitue également un secteur important dans l'économie de la région de Tambacounda avec des terres cultivables aptes à l'agriculture pluviale et une bonne pluviométrie. La culture de la banane est très importante dans cette région et chaque année la région produit plusieurs tonnes et emploie des milliers de personnes. Mais l'autosuffisance en banane tarde toujours à se réaliser. Tambacounda, c'est aussi des produits forestiers comme la gomme arabique et le pain de singe autour desquels se développe petit à petit une industrie. Dans le département de Bakel existent également des ressources minières mais exploitées à petite échelle. Il s'y ajoute l'unité de production du Karzit. Malgré toutes ces richesses économiques, Tambacounda peine toujours à sortir de la tête de l'eau. Il n'est
lesquelles se développe petit à petit une industrie. Dans le département de Bakel existe également des ressources minières mais exploitées à petite échelle. Il s'y ajoute l'unité de production du quartzite. Malgré toutes ces richesses économiques, Tambacounda peine toujours à sortir la tête de l'eau. Il n'existe pas, par exemple, une usine de transformation de produits agroforestiers dans le département de Goudiri, une usine que les populations ont toujours réclamée. Merci beaucoup. C'est une so vaste et très peuplée. La région de Tambacounda concentre beaucoup de richesses et présente des potentialités inexplorées. Elle est ceinturée par 5 autres régions et partage la frontière avec 3 pays. Et voilà ce qui explique un peu l'intense flux migratoire qui caractérise l'Est du Sénégal. Bonsoir Mamadou Ndiaye. Oui, bonsoir Adama. Et vous abordez la question ce soir avec l'économiste Maïa. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau d'ITV. C'est à vous. Oui, économiste. Merci beaucoup. Il s'active beaucoup justement dans ces domaines-là. Et il connaît bien la région, qu'il aime aussi. Que j'aime bien. N'est-ce pas? Que j'adore bien. Voilà. Tambacounda se caractérise justement par quand même une très grande, comment on appelle ça, superficie de territoire. Effectivement. Mais avec une faible densité de population. Oui, généralement. Ces contrastes-là, comment ça peut s'expliquer? Oui, c'est l'une des rigidités de notre économie, hein, il faut en parler. Si on regarde sur le plan géographique, le Sénégal, c'est plus de 196 millions de kilomètres carrés. Oui. Mais tout le monde habite à Dakar, c'est plus du tiers de la population. Et de l'autre côté, c'est l'une des régions les plus petites, c'est 0,3% de la superficie. Par contre, l'une des plus grandes régions, c'est Tambacounda avec 42 000 mètres carrés. Kilomètres carrés. Avec une superficie, avec une population de moins de 1 750 000 d'après l'ANSD, et avec une densité de population de 17,7. Et en tant qu'économiste, pourquoi les gens ont laissé la richesse pour aller venir habiter tous à Dakar, sachant que Dakar, c'est la région la plus difficile en termes d'accès, si on regarde de plus près. Maintenant, quels sont ces contrastes-là? Je pense que cette émission nous permettra de voir quelles sont les potentialités et quelles sont nos convictions sur cette grande région que nous disposons, qui se trouve être la plus grande, mais la plus pauvre aussi, économiquement parlant. Alors, Adama a dit que c'est une région qui est ceinturée par 5 autres régions, et puis qui est frontalière aussi à 3 pays. Oui. Ça expose la région à un flux migratoire. Et surtout, peut-être que ces pays riverains ont compris que tous les Sénégalais désertent le Tambacounda et par conséquent, ils peuvent venir s'installer. C'est exactement ce que vous dites qui se passe. Comment est-ce qu'on peut abandonner notre richesse pour venir dans une petite région, soit il y a de l'eau, il y a plein de choses. Donc ce sont des choses que nous avons héritées de par la colonisation. Et malheureusement, les régimes qui se sont précédés après ont conforté cette situation. Et que nous, en tant qu'économistes, nous sommes appelés à être normalement des intellectuels qui permettent à l'État de revoir sa copie sur cette encéphalisation du Sénégal au niveau de Dakar. Si on regarde bien, comme elle a si bien dit, Tambacounda est entouré par au moins 4 pays. Ils ont plus de 162 km² avec la Mauritanie de frontière, 325 km² avec le Mali et ensuite 60 km² avec la Gambie. Et la Guinée-Bissau et ensuite un pays frontalier. D'ailleurs, on a réduit la superficie de Tambacounda, mais autant Kédougou était un département de Tambacounda, une région qui, naturellement, devrait servir pour moi de capital économique, parce que jamais une économie ne se développera notre économie ne se développera avec la capitale économique et administrative qui se trouve à Dakar. Il va falloir qu'on délocalise réellement notre industrie, qu'on puisse créer un hub régional, un hub ferroviaire autour de Tambacounda, vu ses potentialités. Du fait que c'est la région la plus grande, généralement, on aura besoin même d'un port, mais pourquoi pas faire un port à sec? Le Mali en a. Pourquoi pas? Je pense que c'est un projet. C'est un projet du gouvernement sénégalais qu'ils sont en train peut-être un peu de réhabiliter le rail, de façon à ce que peut-être Tambacounda soit peut-être la région la plus en pole position par rapport
à l'expansion économique du Mali, si jamais le Mali aussi retrouve effectivement la stabilité. Mais une autre question que je voulais poser, qui affecte sans doute à la particularité de la région. Peut-on identifier la vraie vocation de la région? Est-elle une vocation minière, une vocation agricole, une vocation touristique ou une vocation culturelle? Oui, si vous regardez du point de vue de l'économie géographique, mais Tambacounda est une région qui est attractive, l'attractivité, c'est-à-dire une région qui est polyvalente en termes d'économie. Réellement, si vous prenez du cas du secteur de la pêche, ils ont l'aquaculture, ils ont tout. Et si vous regardez du côté de l'agriculture, autant le bassin arachidier, c'était pratiquement Kaolack et Diourbel, mais vu l'achèvement de ces sols, c'est Tambacounda où ça reste des sols et des terres à cultiver. Et surtout la région qui est à côté, Kédougou, donc sur le plan agricole, cette région est encore inexploitée. Il y a plein de ressources que nous avons là-bas et c'est encore inexploité. Si vous regardez de plus près, pour nous, il faudrait développer que cette région soit ce qu'on appelle une agglomération économique, un hub ferroviaire, un hub économique pour tout le pays. Si on avait la région de Tamba comme une capitale économique, on peut prendre Kaolack, c'est la mer de Kaolack, on drague ça pour avoir un grand port, de telle sorte que ça va desservir directement sur Tambacounda. Et à partir de là, vous allez vous rendre compte que tous les gens que vous voyez de tous les problèmes, les autres rigidités de notre économie qui sont apparents, c'est le chômage, c'est la dette publique, tout ça va se réduire à cause du résultat de la hausse de la croissance économique que Tamba va régénérer parce qu'il y aura assez de main-d'œuvre pour que les gens se déplacent là-bas et travailler. Et pour cela, il va falloir que nos autorités, au plus haut niveau, puissent prendre de grandes décisions quand ils remportent des élections. Par exemple, le président de la République, pourquoi pas élire son domicile à Tambacounda? Et ça, c'est une grande décision. Vous le faites, vous poussez tout le monde à y aller. Et quand vous êtes là-bas, même au niveau intellectuel, les plus grandes universités qui pouvaient être des universités à vocation sous-régionale doivent être là-bas parce qu'on a plus de 5 pays. Okay. Le Conseil des ministres décentralisé, malheureusement. Oui, ça aussi, de toutes les façons. Bon, ce qu'on peut dire en tant qu'économiste, les gens font du fonctionnement, mais pour faire transformer une économie, il faut transformer les structures dans le long terme. Et transformer les structures dans le long terme, c'est de regarder un tout petit peu ce qu'on appelle le cadran économique et de voir. Nous avons une économie qui réellement, c'est de l'import-substitution, la plupart de nos ressources viennent du port, et c'est pas normal, ça veut dire que plus ils gagnent, plus l'importation augmente. Donc, il faut inverser ça. Il faut que l'industrie passe devant. Et pour que l'industrie passe devant, il faut créer dans cette grande région que je viens de dire un tissu industriel, un tissu de PME et de PMI. Parlons de richesse toujours, si vous me permettez, Mamadou Ndiaye, on parle des potentialités de la région de Tambacounda, mais on oublie que Tambacounda abrite quand même le parc Nyokolo-Koba. Mais est-ce que dans nos politiques globales de développement, est-ce que nos autorités prennent vraiment en compte l'importance de ce parc? Oui, c'est un grand parc de plus de 100 km. Ça, c'est tellement grand que ce n'est pas possible. Ce qui fait que ça ouvre en économie, c'est du tourisme. Le tourisme de chasse qui est très bien développé là-bas. Et plein d'autres parcs qu'on peut développer à côté. Et que je ne sais pas si vous avez suivi ces derniers temps, il y a des animaux sauvages qui traversent, donc tout ça, il va falloir qu'on essaie de réorganiser. C'est vrai que j'ai vu les statistiques de tourisme qui augmentent, mais on pouvait en faire des programmes pour développer ça avec la culture que nous avons. Nous avons des hommes culturels qui sont très développés, qu'on doit utiliser pour ça, parce que déjà cette région est une région très culturelle. Donc il faut que les autorités puissent développer cette région qui se trouve pour moi être notre poumon économique. C'est parce que c'est là où c'est tellement grand qu'on peut tout faire et ça reste. Chaque Dakarois peut avoir au moins 200 à 300 mètres carrés à Tamba et ça va rester. Mais que font les ressortissants de Tamba pour faire aimer la région de Tambacounda? Parce que même depuis le début, Tambacounda, dans l'ancienne appellation, c'était la région de comment on appelle ça, la région Tambacounda, une autre appellation en même temps que Kédougou, Sénégal oriental. C'est le Sénégal oriental. Alors,
les gens... C'est pour ça qu'on disait que c'est la capitale du Sénégal oriental. Voilà. Exactement. Donc, à l'origine, il y avait cela. Mais il y avait aussi de grands hommes qui étaient originaires de la région, le Cheikh Sissoko, voilà, l'ancien ministre des Transports, peut-être aussi qui était également de Tambacounda, l'actuel ministre de la Défense qui est aussi de Tambacounda. Bref, sans compter maintenant le pesé culturel que représentait Tamba face à Bamako, face à Conakry et face à Bissau. Je pense donc que il y a à ce que les ressortissants de Tambacounda puissent mener une réflexion pour voir maintenant comment aligner les grosses priorités justement de la région de façon à peut-être la positionner. Effectivement, vous avez parfaitement raison. Nous, on a noté réellement sur le plan sociologique ou bien sur le plan démographique que c'est une région qui est polyethnique du fait des pays limitrophes, comme vous l'avez dit à l'entame de votre argumentaire, où on a les Soninké, les Malinké, on a les Djahanké. Il y a plusieurs ethnies là-bas, dont les Wolofs, et effectivement, j'oublie pas les Peuls. Ils sont tellement nombreux. Et Tambacounda aussi a de grands hommes. Moi, je ne peux pas parler sans autant me faire un clin d'œil à mes professeurs. Le professeur Moustapha Kassé, il est originaire de là-bas. Bonsoir, professeur. Le professeur Seydi Kane, il est le doyen de la faculté, il est là-bas. Ils ont de grands hommes et qui sont capables de développer réellement cette région en pôle économique. Alors, parlons du coton. Le coton quand même a été un moment, voilà, la vitrine de Tambacounda. Même la Solifitex est implantée à Tambacounda, qui était une entreprise sans doute peut-être de collecte du coton, mais en même temps aussi de processus de transformation du coton. Mais on a comme l'impression peut-être que le coton ne fait pas vivre le Sénégal oriental. Oui, en fait, dans le processus de production, Tamba n'a pas été la région où on transformait, c'est pratiquement dans la culture, mais je pense que c'est plutôt dans la région de Thiès où les véritables transformations se faisaient. Et c'est vrai que la colonisation ayant pris fin en 1960, les régimes qui ont suivi n'ont pas du tout changé cette culture entière, c'est-à-dire c'était beaucoup de l'arachide, du coton, qui avait des spécialisations régressives. Donc on produisait pour exporter et derrière on importe le riz, ce qui fait que nous, depuis les indépendances, on est en balance commerciale déficitaire. Depuis 60 ans, le Sénégal est en balance commerciale déficitaire et ça, je ne peux pas dire ça pour attaquer les régimes qui sont passés par là. Nous sommes encore à 4 régimes et toujours nous avons un déficit commercial et ce qui est encore plus marrant, c'est un déficit alimentaire. On importe ce qu'on mange et on exporte ce qu'on produit. Il va falloir qu'on arrête avec cet arachide et essayer de développer les autres cultures maraîchères qui nous permettent au moins de résorber ce déficit alimentaire. Non, je parlais de la Solifitex simplement parce que quand on regarde le Mali, ils ont un important volet coton. Quand on regarde le Burkina, c'est un important volet coton aussi, de même que peut-être le Tchad. Et c'est des productions quand même sur des milliers de tonnes, ce qui n'est pas le cas au Sénégal. C'est comme si peut-être on n'a pas voulu jeter le dévolu sur le coton pour en faire effectivement aussi une production phare. Oui, vous savez alors que la région s'y prête. Vous savez que le Sénégal, la région souffre d'une autre maladie que même le pays est en train de souffrir avec. Nous avons une position géographique qui fait que le pays, le Sénégal, est un hub régional et sous-régional, même je dirais continental, vu sa position géographique, avec son éclosion sur l'eau qu'on appelle la tête le bec de l'oiseau. Mais ça, c'est extraordinaire. Mais comment mettre ça en exergue pour en gagner? Mais il faut changer les structures de l'économie. Par exemple, c'est pas, comme je disais tout à l'heure, on doit avoir un profil économique vers l'industrialisation, c'est-à-dire arriver à diminuer les importations et que même pour moi, ce corps de douane que nous avons bien structuré, on doit les transformer en commissaires économiques. Il y a d'autres franges de l'économie où peut-être ces douaniers pouvaient au moins pousser l'économie à changer de profil. Sinon, nous sommes toujours en train de tourner sur le cercle vicieux et ça, c'est pas bon. Adama a touché du doigt un aspect extrêmement important, c'est le parc de Niokolo. Vous savez que le parc, c'est aujourd'hui presque un patrimoine mondial. Disons, voilà, pour montrer un peu peut-être l'importance du parc, essayons de le comparer sans doute au parc
de l'Amazonie au Brésil, ou bien au parc de la RDC, qui sont sans doute les poumons du monde. Voyez-vous. Donc la préservation du parc est une donnée fondamentale pour le Sénégal, ne serait-ce que peut-être en termes de biodiversité, mais aussi de biosphère, et puis sans doute aussi comme un pôle d'attraction sans doute des touristes naturalistes, je veux dire. Est-ce que de ce point de vue-là également, il y a possibilité pour que la réflexion soit menée, ne serait-ce que pour, préserver le parc, mais en même temps aussi peut-être lutter contre sans doute toutes les prévarications que vit le parc, notamment les braconniers, ceux qui cherchent peut-être de la chair, n'est-ce pas, sauvage, et peut-être même aussi peut-être sauver le parc, n'est-ce pas, de la dissémination des camions qui viennent de partout et qui se feraient des chemins un peu dans le désordre à l'intérieur du parc. Et ça ruine un peu peut-être aussi la population de la faune. Oui, je pense que ce que vous dites, ce sont des potentialités qui sont là, mais normalement, ça revient aux autorités, surtout les autorités qui sont à charge du tourisme et du transport, de voir comment essayer d'animer la région de Tambacounda, et au-delà même de cette région, normalement il devrait y avoir un programme annuel pour au moins animer les sites et tout ce qui est parc que le pays a. On pousse à chaque année le monde scolaire à fréquenter ça. Et pour cela, ça va augmenter le tourisme national et ça ne coûtera rien du tout à le faire. Mais bon nombre de Dakarois, je dirais même de Sénégalais, ne se sont jamais rendus à ce parc, ne serait-ce que même la région de Tamba, et ce n'est jamais visité. Nous, j'ai eu l'occasion de partir jusqu'à Kédougou. Pour des raisons de sécurité, peut-être. Non, mais non, je ne pense pas. Non, maintenant le parc devient de plus en plus sûr. C'est vrai que la dernière fois, on a entendu un lion qui se sur la rue, mais ça fait peur quand même. Mais on traverse le parc quand même quand on veut se rendre à Kédougou, par exemple. Oui, ça au minimum, c'est une responsabilité étatique de voir comment animer. Ce sont de belles régions que les Sénégalais doivent découvrir et doivent se rendre compte que c'était les Blancs qui habitaient Dakar jusqu'à Saint-Louis parce qu'il fallait qu'ils soient là où il y a de l'eau. Mais avant que la colonisation n'arrive, le pays c'était pas là-bas. Le pays c'était le Bawol, c'était le Jolof, c'était le Kayor et autres. Mais quand les Blancs sont partis jusqu'à présent, les gens comme je le dis, il faut que les autorités remettent le pays là où on était avant les indépendances pour qu'on puisse se développer de façon très équilibrée. Alors, voilà, dernière question, peut-être que c'est allé vite. Quel portrait vous dressez de la région de Tambacounda dans les 5 ou 10 années à venir? Comment vous voyez le futur de la région? Que cette région grandit, devient un hub ferroviaire, une agglomération économique avec une attractivité qu'aucune autre région n'a du fait de sa position géographique, que les autorités puissent investir pour qu'on puisse avoir une capitale économique une fois pour toutes, je pense bien. Je pense bien que c'est ce qui va se passer pour des autorités qui prennent de grandes décisions pour changer le profil économique de ce pays. Ben voilà, rendez-vous dans 10 ans pour voir ce que notre économiste a dit de la région, si effectivement ce sera au rendez-vous. À demain. Merci beaucoup Mamadou Ndiaye. Merci également à vous, Mbaye Aw. Merci beaucoup. Il est bientôt 19h45, si ce n'est déjà l'heure, le 19h45, le bulletin d'information présenté par El Hadj Malick Cissé. Bonsoir El Hadj, bonjour. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de la Totale. Adama Anouchkaba, bonsoir à vous également. Mesdames et messieurs, bonsoir également. Il est 19h45 sur ITV, c'est parti pour le bulletin d'information. Pour la deuxième année consécutive, le Gamo de Tivaouane ne sera pas célébré. C'est en raison de la crise sanitaire. Le khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, recommande aux fidèles de célébrer la nuit du prophète dans l'intimité. Et dans la ville sainte, la nouvelle semble bien accueillie. Rencontrée par notre reporter Isidore Alexandre Sen, compte bien se plier à la recommandation du guide religieux correspondance. Un gros chantier surplombe des bâtiments et autres édifices religieux. Voici la grande mosquée de Tivaouane qui prend forme avec des ouvriers qui ont le cœur à l'ouvrage. À côté des lieux de prière et de recueillement fermés, les rigueurs de la Covid-19 sont passées par là. Cependant, aucun regret pour les fidèles trouvés dans la ville sainte.
Nous avons un guide, donc nous ne le regrettons pas. Non, nous ne regrettons rien du tout. Nous faisons les 5 prières par jour et tout ce qu'un musulman doit faire, nous le faisons. Partir à la mosquée pour prier est capital pour tout musulman, mais avant, il faut s'assurer des conditions sanitaires. Les mosquées ont été fermées à cause de la pandémie et la pandémie est toujours là. Il y a une pandémie, notre guide religieux a pris ses décisions en se basant sur des faits très clairs et précis. En plus, il est plus informé que nous. La fermeture des mosquées est considérée ici comme une sage décision. Les fidèles saluent la constance du calife général des Tidjanes. Un talibé doit se conformer aux décisions de son marabout. Nous ne pouvons pas aller à l'encontre des décisions du calife. Nous considérons que les décisions qu'il a prises sont les bonnes. Il y a une pandémie. Le calife a donné un ndigal et ce ndigal, nous allons l'appliquer. C'est une décision sage et bien réfléchie. Nous allons l'appliquer à la lettre. À noter que ce ne sont pas tous les lieux de prière qui sont fermés. Par endroits, l'on peut voir des mosquées qui accueillent des fidèles. C'est du moins le constat dans certains quartiers à Tivaouane. Merci beaucoup Isidore. Alexandre Sen, on enchaîne avec Tranche de vie. La journée mondiale des enseignants a été célébrée mardi dernier. Aujourd'hui, notre rubrique Tranche de vie vous fait découvrir quelqu'un qui a quasiment consacré toute sa vie au secteur éducatif. Aboubakry Mamadou Niane partage avec nous son parcours des salles de classe au ministère de l'Éducation nationale. Abdourahmane l'a rencontré. Le titre d'enseignant ne doit pas être donné à n'importe qui, laisse entendre Aboubakry Mamadou Niane. Il est à la retraite aujourd'hui. Nous le croisons juste devant chez lui, en partance pour un mariage. L'ancien enseignant se rappelle encore du stress permanent face à une classe d'une 60aine d'élèves. Moi, quand j'enseignais, j'avais chaque fois des maux de ventre. Et le médecin me demandait, est-ce que tu as des problèmes, tu es stressé? Je disais non. Mais en réalité, quand je suis sorti, je me suis rendu compte que j'étais stressé. À chaque fois, je me disais, est-ce que ces 60 gosses qu'on m'a donné, est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Il est nécessaire aujourd'hui, selon lui, d'inviter les enseignants au sens de la responsabilité. Un principe absent chez beaucoup de nos jours, déplore-t-il. Parce que, bon, la formation est un peu différente. Il y a beaucoup d'enseignants qui sont dans les classes et la formation n'est pas tellement ce qu'elle était comme avant. 7 ans dans les classes avant d'être promu secrétaire particulier au ministère de l'Éducation. Il y passera 20 ans. Aboubakry révèle avoir travaillé durant la grève de 1988, pratiquement 24 heures sur 24. Bon, au niveau du cabinet, c'est un peu difficile. On a eu à travailler pendant certaines grèves 24 heures sur 24 heures. Au moment du couvre-feu, on est resté là-bas jusqu'à 6 heures du matin et on déposait les étudiants parce que c'était le couvre-feu. À un certain moment, on discutait avec les étudiants jusqu'à 1 heure du matin. On était obligé de les ramener par groupe. Aujourd'hui libéré de ce stress. Non. C'est stress. Et même si la craie lui manque, Aboubakry Mamadou Niane savoure tranquillement sa retraite avec sa famille, avec laquelle il passe le plus clair de son temps. Une interrogation, le réchauffement climatique se fait-il ressentir au Sénégal? En cette fin de saison des pluies, nos reporters se sont rendus à l'ANACIM, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. Et c'était pour savoir comment est-ce que les météorologues, j'y arrive, mesurent la saison des pluies. Boubacar Dian avec Moustapha Gabar Diop. C'est la saison la plus attendue par les agriculteurs. Et pour cause, l'hivernage ou la saison des pluies permet de revivifier la nature. Pour d'autres, le Nawet, comme il est appelé en Wolof, chasse la chaleur caniculaire. Comme son nom l'indique, son début est marqué par de fortes précipitations. Le début et la fin de la saison des pluies se calculent par rapport au nombre à la quantité de précipitations qui est recueillie. Pour le début, par exemple, on calcule la date où on a recueilli 15 mm en moins de 3 jours. On pense que le sol est assez humide
Et supposons sur le plan agricole, les gens peuvent semer. Il y a d'autres critères qu'on ajoute, qu'il n'y ait pas une pause pluviométrique assez longue, c'est-à-dire de 15 jours ou de 30 jours. Pour dire aussi que s'il pleut et les gens sèment, et ensuite il y a une pause pluviométrique, ça peut vraiment empêcher n'est-ce pas, la progression en tout cas de la culture. D'autres indicateurs signalent la fin de la saison des pluies. La fin de la saison se calcule par rapport non seulement au manque de précipitations, à d'autres signaux aussi, tels que le manque d'humidité, le changement de la direction des vents et l'apparition des phénomènes purement typiques à la saison sèche, genre le jet tropical, n'est-ce pas, subtropical qui apparaît, et aussi l'apparition des phénomènes tels que le brouillard, la rosée, etc. Au fil des années, les chiffres recueillis par l'ANACIM à cette période changent sous l'effet incontestable du changement climatique. 20 ans en avant, on voyait que les saisons finissaient souvent vers le mois d'octobre maximum et rarement en septembre. Mais maintenant, on voit carrément un décalage. On peut observer des pluies, n'est-ce pas, en septembre et en début octobre aussi, n'est-ce pas. Et ça, c'est dû vraiment à la variation due au changement climatique qu'on est en train de voir un peu partout. Donc il y a vraiment un impact des changements climatiques sur la fin de la saison. Selon l'ANACIM, les indicateurs montrent la fin de la saison en cours. La saison complètement commence déjà à finir, les précipitations commencent à diminuer et on ne s'attend pas à de gros phénomènes de précipitations, vraiment de grands événements pluvieux. Donc on compte que vraiment sur le mois d'octobre qu'on est, vraiment les pluies vont diminuer de plus en plus. On attend un petit phénomène qui va aller jusqu'au mois 12-13 octobre. On s'attend un peu de pluie, mais plus au sud, quoi. Mais sur le plan du nord, il peut y avoir des précipitations un peu localisées, mais assez faibles. Clore ce magazine Bonne Semaine. Et ce soir, Ghislaine est créatrice et propriétaire de la marque Mainaji. Elle partage avec nous ce soir donc sa méthode pour passer une bonne semaine. Elle a été interrogée par Aïssa Toukane. Alors, quand je passe mon week-end, je les passe. Je les vis pleinement et sereinement en famille ou entre amis. Pour passer une bonne semaine, je liste mes tâches par ordre de priorité et essaie d'en réaliser au minimum 80%. Mon conseil à donner à tous, c'est de vivre à fond la caisse, vivre sa vie comme elle vient, comme elle est. Et je vous souhaite une excellente semaine. Et c'est la fin de la Totale Dimanche. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à l'ensemble des équipes en régie et bonne suite des programmes. Sur ITV, je vous donne rendez-vous demain dans le 19h45.